Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à la Cour des comptes. Nous nous trouvons actuellement dans la cour d'honneur du Palais Cambon. Avant de vous parler du Palais Cambon, j'aimerais d'abord vous présenter très rapidement l'histoire de la Cour des comptes. Si je vous demandais quand la Cour des comptes a-t-elle été créée, les plus connaisseurs d'entre vous me répondraient sûrement 1807, et ils n'auraient pas tort. Néanmoins, on retrouve les origines de la Cour des comptes bien avant le XIXe siècle, puisque déjà au XIIIe siècle, Saint Louis avait désigné des magistrats et des clercs, gens des comptes, pour instruire les affaires financières et en faire rapport dans sa cour. Dans sa continuité, en 1320, il y a exactement 700 ans, par l'ordonnance de Vivier-Ambry, Philippe le Long fixe la première organisation de l'institution comme chambre royale distincte. Cependant, il faut effectivement attendre la loi du 16 septembre 1807 pour que Napoléon Ier crée la Cour des comptes, presque telle que celle que nous connaissons actuellement. Il l'installe dans l'ancienne chambre des comptes de Paris, à proximité de la Sainte-Chapelle. Au milieu du XIXe siècle, la Cour des comptes est transférée au Palais d'Orsay, avec le Conseil d'État. Mais en 1871, pendant la Commune de Paris, le Palais d'Orsay est incendié. La Cour des comptes doit alors s'installer provisoirement dans l'aile Montpensier du Palais Royal, avec le Conseil d'État. La Cour retrouvera un toit définitif plus de 40 ans après l'incendie et s'installera en 1912 dans le Palais Cambon, le bâtiment que je suis heureuse de vous faire découvrir aujourd'hui. Ce bâtiment était spécialement conçu pour la Cour des comptes par l'architecte Constant Moyau, à l'issue d'un concours remporté en 1898. Les travaux ont duré 14 ans en raison de restrictions budgétaires. Le gros œuvre se termine en 1902, mais il faut attendre 10 années supplémentaires pour finir l'agencement intérieur du palais. Il était d'ailleurs très en avance pour l'époque, avec notamment ses ascenseurs, son installation téléphonique et ses 253 radiateurs. La cour est composée de 2 bâtiments. Un en pierre de taille que vous pouvez admirer depuis la cour carrée dans laquelle nous nous trouvons, et la tour Chicago que Denis vous fera découvrir tout à l'heure. Je vous invite maintenant à regarder attentivement sous chaque fenêtre pour découvrir des motifs allégoriques. Le faisceau et la hache illustrent le pouvoir. Puis la balance et les feuilles de chêne qui symbolisent la justice. Il y a également le miroir qui représente la vérité et l'image fidèle de la réalité que les comptes, vérifiés par la Cour, doivent refléter. Vous pouvez également voir le mortier, coiffe du magistrat, qui symbolise l'autorité, et enfin la lampe à huile, qui illustre l'adage de la Cour « dat ordinem lucendo », cela signifie « elle rétablit l'ordre par la lumière ». Je vous laisse maintenant avec Denis pour découvrir l'escalier d'honneur. Merci Valentine, et nous allons donc continuer la visite du Palais Cambon en empruntant l'escalier d'honneur. C'est un escalier monumental qui est inscrit à l'inventaire des monuments historiques depuis 1979 et il se décompose en 2 tronçons. Le premier tronçon, qui mène au premier étage, ouvre sur le hall d'honneur d'où l'on accède au bureau du premier président et du secrétariat général sur la gauche. La galerie des portraits des premiers présidents de la Cour des comptes depuis 1807 présente plusieurs caractéristiques notables. Tout d'abord, on peut observer que Barbé-Marbois, le premier président de la Cour des comptes, apparaît 2 fois, car il a été révoqué en quelque sorte pendant les 100 jours par Napoléon, puis a repris ses fonctions à la tête de la Cour des comptes à l'occasion de la restauration monarchique. Et cet épisode permet de faire observer qu'à l'époque, le premier président de la Cour des comptes n'était pas inamovible, ce qu'il est désormais. À gauche de la galerie de portraits se trouve un globe qui a été offert par François Mitterrand. Il existe plusieurs exemplaires de ce globe. On en trouve un notamment au ministère de l'Économie et des Finances, ainsi qu'un autre au Quai d'Orsay. Nous voici dans le bureau du premier président de la Cour des comptes, M. Pierre Moscovici. Il occupe cette fonction depuis sa nomination par le président de la République le 3 juin 2020. L'ensemble de la Cour des comptes est placé sous son autorité. C'est lui qui définit, après avis de la procureure générale, l'organisation des travaux de la Cour. Il répartit les attributions de la Cour entre les 6 chambres. Il arrête le programme annuel de ses travaux au vu des propositions des présidents de chambre. Il dirige également les services et assure la gestion des magistrats et des personnels affectés dans les juridictions financières. On doit le mobilier de ce bureau à un designer français qui a dessiné en 1990 le tapis et les meubles dans un bois exotique, le Lourofaïa. Merci Valentine, et nous allons rendre au premier président son bureau pour l'y laisser travailler, et nous allons emprunter le 2e tronçon de l'escalier d'honneur, entre donc la première présidence et le 2e étage. Constant Moyau a créé cet escalier suspendu en béton de ciment armé, en utilisant donc les techniques de construction les plus modernes à l'époque.
et en s'inspirant des créations aériennes en pierre de François Mansart. Il est orné d'une rampe aux enroulements de style Art Nouveau, fabriquée par les ferronniers Bouline et Pillard Frères. Une boule en marbre insérée dans le cuivre marque le départ de la rampe. Sur le palier du deuxième étage, on peut observer 2 statues réalisées par le sculpteur Henri-Édouard Verne. Celle de gauche symbolise la loi et celle de droite, munie d'un sceptre, symbolise la justice. De part et d'autre des statues se trouvent 2 tapisseries commandées à l'occasion du centenaire du Palais Cambon. La cour impériale, à droite, a été tissée au gobelin d'après un carton de Van de Poel. Elle représente le buste de Napoléon sculpté par Antonio Canova, entouré des textes fondateurs de la Cour des comptes. La cour républicaine, à gauche, a été tissée à Beauvais et dessinée par Vincent Bioulès. On y voit les magistrats, assemblés et symbolisant la collégialité. Toujours sur le palier du deuxième étage, lorsqu'on lève la tête, on découvre une superbe décoration circulaire ornant le plafond, peinte par Henri Gervex en 1910 et faisant donc partie intégrante du bâtiment. Le premier président Hérault remet un manuscrit à l'allégorie de la justice, tandis que l'allégorie de l'histoire consigne l'événement, sous le regard de magistrats portant les costumes anciens et modernes de la cour. En bas à droite, un hibou symbolise la sagesse et la vigilance que l'on attend des magistrats de la cour. Je vous invite maintenant à découvrir la grande chambre de la Cour des comptes. Il s'agit de la principale pièce du Palais Cambon, celle où se déroulent les séances solennelles plusieurs fois par an, dont la séance solennelle de rentrée, en présence de membres du gouvernement et de représentants des corps constitués liés à la Cour. Une audience solennelle, c'est le moment solennel d'installation des magistrats et des rapporteurs dans la communauté magistrate. Je vous invite à regarder au-dessus de la porte, où se trouve un fronton brisé, supportant 2 sculptures, la connaissance à gauche et la loi à droite. Ils encadrent la Marianne. Juste en dessous, vous pouvez lire le texte de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Cet article est le fondement des compétences de la Cour des comptes. La grande chambre est ornée d'un plafond à caissons de plus de 8 mètres de haut et de boiseries. 4 tapisseries décorent les murs de la grande chambre, je vous laisse les découvrir. 2 d'entre elles appartiennent à un ensemble de 8 œuvres réalisées par Noël Coipel. L'une représente le triomphe de Vénus, l'autre le triomphe d'Apollon. Les 2 autres tapisseries représentent des scènes bibliques. Saint Pierre et Saint Paul guérissant les paralytiques d'après un tableau de Raphaël et la chaste Suzanne d'après un tableau d'Antoine Coipel, fils de Noël, consacré à un épisode de l'Ancien Testament. Je vous laisse maintenant passer par la petite porte tout au fond de la grande chambre. Cette pièce est restée telle que l'a créée Constant Moyau, avec sa mezzanine et ses boiseries. À l'origine, elle abritait la documentation. Aujourd'hui, et depuis 1985, à l'initiative du premier président André Chandernagor, elle abrite le Cercle des magistrats. Les magistrats s'y retrouvent autour d'un café et consultent la presse. Merci Valentine, et je prends donc la suite avec nos visiteurs pour les introduire dans la galerie Philippe Séguin, qui dessert donc la grande chambre et qui relie les 2 ailes principales du bâtiment. L'architecture intérieure de la galerie est l'œuvre de Constant Moyau. Elle est faite de boiseries en chêne, d'escaliers en colimaçon et d'une mezzanine qui dessert l'étage supérieur. La fresque du plafond a été réalisée par Bernard Venet à l'occasion du bicentenaire de la Cour, et elle a été inaugurée en 2007 par Jacques Chirac, président de la République. En hommage au premier président de la Cour, Philippe Séguin, la galerie a pris son nom après sa disparition en 2010. Pénétrons maintenant dans la bibliothèque, dénommée également salle de lecture. Dans les caissons du plafond sont peintes les armes de quelques villes dont les comptes étaient jugés par la Cour avant 1982. Y figurent notamment les villes de Foix, Aurillac, Montpellier ou Avignon. Au-dessus de la cheminée sont gravés les noms de tous les anciens premiers présidents depuis l'inauguration du palais, avec la date de leur installation. L'inscription n'est gravée qu'après leur départ. Au-dessus de la porte menant à la grande chambre se trouve un portrait de Napoléon en grand habillement. C'est un tableau de Georges de Villers, élève de David. Le mobilier que vous voyez a été conçu par 3 représentants de la nouvelle génération de designers, Renan et Erwan Bouroulec et Antonio Citerio. Le Palais Cambon comportait initialement 3 chambres de délibération que les différentes chambres de la Cour se partageaient. La salle Cambacérès, la salle Molien et la salle Lebrun que vous voyez. Les présidents de chambre et les conseillers maîtres se réunissent dans ces salles afin de délibérer sur les rapports présentés par les magistrats instructeurs. Parcourons le couloir du 2e étage qui nous replonge dans l'histoire de la Cour des comptes après l'incendie du Palais d'Orsay dont je vous ai parlé au tout début de la visite. La série des tableaux représente des vues des ruines de ce palais par le peintre Jean-Alfred Desbrosses. Ces ruines ont une histoire intéressante et une bibliographie importante. En effet,
Après l'incendie, une végétation spontanée s'y est rapidement installée. Et Théophile Gautier, avec Alphonse Daudet, aimait s'y promener. Les fresques du peintre Chassériau, fort admirées, qui ornaient l'escalier d'honneur du Palais d'Orsay, sont restées sur place sans aucune protection. Il a fallu attendre près de 30 ans pour qu'un comité parvienne à obtenir la déposition de ce qui était restaurable et leur dépôt au Louvre. Suivez-moi, je vous emmène au parquet. Nous nous trouvons actuellement au parquet général. Mais petite question avant de poursuivre. Savez-vous ce qu'est le parquet général ? Le parquet général, c'est le gardien des procédures de la Cour. Il est chargé de veiller à l'exécution des lois, d'éclairer la Cour de ses avis et de contribuer à la qualité de ses décisions. Il a le monopole des poursuites et est l'intermédiaire entre la Cour et les autorités judiciaires. Le parquet général est dirigé par la procureure générale près la Cour des comptes. Cette fonction est occupée depuis le 23 mai 2019 par Madame Hirsch de Kersauzon. Nous sommes dans son bureau. Le bureau de la procureure générale est décoré avec un tableau de Václav Bostik, peint en 1987, nébuleuse circulaire. Il est meublé d'un ensemble mobilier contemporain, réalisé par les designers italiens Roberto Palomba et Ludovica Serafini. La tour dite Chicago a été construite par Constant Moyau avant même le Palais Cambon. Elle est située en cœur de parcelle et totalement invisible de l'extérieur. La vocation de la tour Chicago était d'accueillir les archives de la Cour des comptes qui avaient brûlé dans l'incendie qui s'était déroulé à l'occasion des événements de la Commune en 1871. Les archives de la Cour, c'est un petit peu son trésor de guerre, et les magistrats donnent à Constant Moyau carte blanche pour construire un bâtiment à l'épreuve du feu. Celui-ci tourne alors son regard vers Chicago, car, c'est une coïncidence, la ville avait été détruite intégralement par un incendie la même année que la Commune en 1871. Avec ses deux façades classées, les deux autres étant aveugles, ce joyau architectural a abrité jusqu'en 2007 les archives de la Cour. Elle accueille désormais 200 collaborateurs de la Cour. Et bien voilà, cette visite virtuelle du Palais Cambon et de la Tour Chicago est terminée et nous espérons vous retrouver très prochainement à l'occasion de futures Journées européennes du patrimoine. Merci.